Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualité économique, sociale et culturelle. Et justement, comme d'habitude, on démarre cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale via votre revue de presse issue du site www.vudailleurs.com. À l'international, le Mali est le principal front sur lequel est engagée l'armée française en dehors de l'Hexagone et il est en train de virer au casse-tête politico-diplomatique pour la France, avec le risque d'un échec et donc d'un retrait dans des conditions qui entameraient durablement l'influence française sur le continent, même si la campagne présidentielle n'est pas un moment propice à des décisions tranchées à propos du Mali. Le statu quo n'est pas une option pour Paris, étant donné la gravité de la situation. Toute proportion gardée, la France se trouve au Mali dans une situation comparable à celle des États-Unis en Afghanistan, c'est-à-dire un cul-de-sac, une impasse. Un retrait brutal risque en effet de faire basculer dans l'obscurantisme ce pays longtemps connu pour la tolérance de son islam confrérique et ses liens avec la France et de laisser la place à des forces hostiles à Paris. L'équation est encore compliquée par le double langage du gouvernement malien qui promet des élections mais semble compter sur les miliciens russes du groupe Wagner pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. On marque une pause et on se retrouve tout de suite. En France, une affaire fiscale tentaculaire va désormais nous intéresser puisque depuis lundi et pour 3 semaines s'est ouvert l'audience d'une affaire devenue le symbole de ces dossiers que la justice française n'arrive pas à boucler. Je veux parler de l'affaire Wendel. 15 ans après les faits, 14 personnes doivent comparaître au premier chef, le baron Ernest Antoine Sellière, 84 ans, héritier de la dynastie Wendel, à l'époque président du conseil de surveillance et patron des patrons européens. À ses côtés, Jean-Bernard Lafonta, 60 ans, alors à la tête du directoire, ainsi que 11 cadres, anciens et actuels, et un ex-avocat fiscaliste, devront s'expliquer à la barre de la 32e chambre correctionnelle sur un programme ultra sophistiqué d'intéressement baptisé Solfur. Ce savant schéma avait permis fin mai 2007 à 14 responsables, l'un d'eux est depuis décédé, de récupérer 315 millions d'euros en actions, soit 4,6% du capital de Wendel, et ce, selon l'accusation, en totale franchise d'imposition. Pour le parquet national financier, le PNF, le gain alors généré a été artificiellement placé via l'interposition de sociétés sous un régime de sursis à imposition dans le but de différer, voire in fine d'éviter le paiement de l'impôt sur ces considérables plus-values. Une interprétation évidemment contestée par les prévenus qui ont réfuté au cours des investigations toute intention de frauder en assurant que le montage respectait la loi et la jurisprudence administrative de l'époque. Leurs avocats, qui n'ont pas souhaité s'exprimer en amont du procès, vont plaider la relaxe. A tout de suite. Dans l'actualité culturelle du JT Vu d'ailleurs, nous allons parler désormais de Molière, puisque, on pourrait dire qu'il a 400 ans et pas une ride. On fête cette année l'année anniversaire de Molière, qui a démarré donc samedi dernier en France, mais aussi dans d'autres pays, pour mettre en avant et célébrer le plus connu et le plus populaire des dramaturges français. Baptisé le 15 janvier 1622, il serait né un ou 2 jours plus tôt. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est célébré partout en France et à l'étranger, sur scène, en sculpture ou dans les livres. À l'occasion donc du 400e anniversaire de sa naissance, le grand Molière a marqué l'histoire du théâtre et de la comédie par ses œuvres, tout en laissant également derrière lui de nombreux mystères, scandales et controverses. Des zones d'ombre sur la vie du dramaturge et comédien français, il y en a. On ne sait effectivement pas s'il est l'auteur de l'intégralité de toutes ses œuvres les plus connues. Le flou plane sur ses épousailles avec la sœur ou la fille de son ex-maîtresse. Certains disent voire même sa propre fille à lui. Ses écrits intimes ont quasiment tous disparu. Et évidemment, l'épisode de sa mort sur scène
et sans doute romancée. Ceci étant, Jean-Baptiste Poquelin reste un génie et un monument national. Dès lors, se pose la question de son intronisation au Panthéon. Mais le Panthéon reste un temple laïque, enfant de la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières. Ainsi, toutes les figures qui y sont honorées sont postérieures aux Lumières et à la Révolution. C'est la raison pour laquelle Molière ne pourra pas entrer au Panthéon puisqu'il est décédé en 1673 et il a donc vécu bien avant le siècle des Lumières qui a débuté en France en 1715. On marque une pause dans ce jtvudailleurs.com et on passe juste après à l'actualité politique. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans le JT Vu d'ailleurs et comme promis, nous allons ouvrir notre page politique avec notre invitée Madame Marico. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour, juste avant de commencer votre interview, je tiens à préciser que c'est un enregistrement, que nous sommes le 20 janvier à 10h34 et que votre interview sera diffusée dans notre JT Vu d'ailleurs demain 21 janvier aux alentours de 10h. Voilà, je voulais juste le préciser parce que nous sommes en période électorale et l'information politique va extrêmement vite. Madame Marico, vous êtes une femme politique, ingénieure et chef d'entreprise française et connue également pour être la première femme transgenre élue maire en France en 2020 dans un petit village à Tilloy-les-Marchiennes. C'est bien ça? C'est bien ça. La prononciation est bonne du coup? Oui, parfait. Ok, parfait. Vous avez donc annoncé votre candidature à l'élection présidentielle en mars dernier. Quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à présenter votre candidature, Madame Co? J'ai eu plusieurs motivations. La première, c'est on a un ras-le-bol par rapport à la situation actuelle, par rapport à la politique actuelle, et on a l'impression qu'on reprenait les mêmes et qu'on recommençait. Je me disais, ceux qui ont échoué depuis des décennies, qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux qu'ils n'ont pas fait dans le passé? Donc un ras-le-bol par rapport à ça. L'absence de candidats aussi crédibles, qui donne envie. Voilà, il n'y avait aucun candidat qui ne fait rêver, en fait. On reprend les vieux classiques de parti et on recommence. Donc il y avait cette volonté-là. La volonté aussi de porter une voix différente, c'est de la communauté LGBT, d'apporter une image positive de la transidentité, ce qui est aussi en soi une victoire pour moi. Et puis aussi une volonté de faire un barrage à l'extrême droite, qui sont des gens qui diffusent des messages de haine, qui sont anti-LGBT, qui sont des gens qui sont dans la haine et qui sont des gens qui sont dangereux. Ce sont des gens qui se prétendent français, mais ils ne sont pas français parce que les valeurs de la France, c'est la République, c'est la laïcité, c'est le respect de l'autre, c'est la fraternité. Ces gens-là, ils défendent une France qui n'existe plus, qui était une France qui combattait la France libre à une certaine époque. Donc, ne nous laissons pas abuser par ces gens-là. C'est des gens du passé. Ils veulent revenir à des façons de penser qui ont fait beaucoup de dégâts dans notre histoire. Il faut vraiment faire barrage à ça. Ok, j'ai vu une interview de vous la semaine dernière. Vous annonciez que vous aviez environ une centaine de signatures depuis 7-10 jours. Est-ce que vous en avez des supplémentaires? Est-ce que vous en avez d'autres? On est en train de faire le décompte. On a fait des mailings. Mais oui, c'est très très dur d'obtenir des signatures. J'ai des discussions au téléphone avec des maires et ils ne veulent pas donner de signatures parce que le retrait de l'anonymat les expose à des critiques de leurs électeurs. Donc, il y en a qui ne veulent pas donner leur signature. Ils préfèrent générer de l'abstention plutôt que de participer à un système qui ne fonctionne plus. Donc, il y a vraiment un blocage sur le système de la collecte des signatures. Vous avez donné, vous, je crois, votre consentement, votre voix à Lutte ouvrière. Hein, c'est ça, si j'ai bien tout compris. Oui, parce que ce sont les premiers qui l'ont demandé. Okay. Comme j'ai déjà dit ultérieurement, moi, je la donne à tout le monde. Si je pouvais la donner à tout le monde, je la donnerais à tout le monde parce que je trouve que c'est pas normal ce barrage envers les partis, qu'ils soient de droite comme ils soient de gauche. J'ai tenu le même discours aussi bien à LFI qu'au RN, qu'ils étaient légitimes, qu'ils devraient avoir leur signature. Parce que si on laisse pas les gens s'exprimer par la démocratie, ils s'exprimeront dans la rue. C'est stupide. Et donc, du coup, ne faisons pas barrage. Ne faisons pas barrage, mais donc du coup j'imagine quand même que si ça avait été Zemmour qui vous avait demandé votre signature, vous auriez refusé, même si ça avait été le premier.
C'est une bonne question. Mais il m'a pas encore appelé, donc j'ai reçu son papier, mais voilà. Après, j'ai discuté avec chaque parti, chaque militant qui me contactait en toute démocratie, avec bienveillance républicaine. D'ailleurs, beaucoup m'ont remercié de l'accueil, parce qu'ils se font quand même beaucoup rembarrer par les maires. Je le sais, parce que moi-même, je me fais rembarrer par beaucoup de maires. Donc, c'est dommage. Alors après, j'ai pas eu encore de personnes de Monsieur Zemmour qui m'ont contacté. Je pense qu'ils ne le feront pas. Et vous dites que ces maires vous rembarrent, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas votre programme. Quel est votre programme justement? J'ai vu que vous étiez social, que vous étiez pour le social, pour la solidarité, pour l'économie libérale. Du coup, si on fait une synthèse de toutes ces notions, on atterrit sur du social libéral. Est-ce que vous êtes social libéral, donc une femme de gauche, Madame Co? Alors souvent, parce que je suis LGBT, on me taxe de gauche. Non, Donc, alors moi c'est non. parce que vous dites social, Voilà. solidarité, économie libérale. Voilà. Donc souvent, voilà, on me colle cette image-là. Non, je suis ni de droite ni de gauche. Je pense que ça aussi, c'est une façon de penser qui date du XXe siècle. Il faut sortir de ça. C'est comme l'écologie. L'écologie, elle n'est pas de gauche. Tout le monde est écologiste. Donc il faut sortir de ces. Donc moi, j'ai de la difficulté à rentrer des étiquettes. Forcément, par ma personnalité, déjà, j'ai de la difficulté à rentrer dans les étiquettes. De tout le monde. Non, je pense qu'il faut sortir de ça, penser par rapport à des actions concrètes. Quand vous êtes pour une économie, moi je ne parle pas d'économie libérale, je parle d'économie libérée, qui est quand même moins connotée. L'économie permet de créer de l'emploi, du bien-être social. C'est par l'économie qu'on génère l'argent pour payer les services sociaux. Donc il n'y a pas de clivage pour moi dans les deux. Il faut vraiment travailler sur les deux axes. Donc voilà, je suis aussi de droite que de gauche, et je pense qu'il faut penser différemment. Ok, donc vraiment, votre mantra, votre programme, finalement, c'est vraiment faire front à l'extrême droite, à Zemmour, à Marine Le Pen. J'ai vu, alors, donc en fait, ce que je comprends, c'est que finalement, vous êtes donc sans étiquette, donc ni une femme de droite, ni une femme de gauche. Est-ce que finalement, ça n'est pas une stratégie politique, dans le sens où il y a un sondage de 2021 qui est sorti et qui cherchait à comprendre quelle était l'obédience politique de la communauté LGBT. Il en ressort de ce sondage que, en majorité, la communauté gay n'a pas d'idéal politique, enfin, en tout cas, n'a pas d'étiquette politique. Est-ce que finalement, le fait que vous n'en ayez pas, vous non plus, fait que vous souhaitez recueillir le vote de la communauté LGBT? Est-ce que c'est fait exprès, Madame Co? Oui, tout à fait. Alors, je vais refaire un parallèle avec l'écologie. À un moment donné, on parlait d'écologie, puis ensuite de politique écologique, on est passé à l'écologie politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de LGBT politique. Par contre, il y a bien la communauté LGBT peut représenter jusqu'à 10% de la population, ce qui n'est pas négligeable. Alors, moi, je sais qu'elle est pas politisée, au contraire, ou elle est multipolitisée. C'est-à-dire, moi, je connais des députés de droite, de gauche qui sont LGBT. Dans tous les partis, même au RN, on a des personnes notoirement LGBT. Et c'est très bien. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que c'est une normalité non LGBT. Et je suis contre d'avoir un mouvement LGBT politique comme il y aurait une écologie politique. Je pense que c'est pas bien. Par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut que ces personnes-là se mobilisent contre la haine, parce que si on a des mouvements réactionnaires d'extrême droite qui arrivent, on a vu ce qui s'est passé en Pologne ou en Hongrie, c'est immédiatement les droits LGBT qui sont attaqués. D'accord. Donc il faut rassembler ces gens-là en disant allez voter, mais voter contre la haine. Moi je dis à la limite voter pour n'importe qui vous convient, mais pas des gens qui sont dans la haine et qui sont anti-républicains. Je comprends, Madame Co, je vais vous embêter un peu. Du coup, vous souhaitez lutter le communautarisme avec du communautarisme, d'une certaine façon, réunir la communauté gay contre la mouvance d'extrême droite. Est-ce que finalement, c'est pas faire le jeu, le lit de ces idéaux extrémistes? On pourrait le voir comme ça. Après, je dirais que la notion de communauté LGBT, elle est artificielle. Il n'y a pas de communauté LGBT. Si vous alliez à InPride, vous verriez qu'il y a une diversité telle qu'il n'y a pas d'homogénéité dans la communauté LGBT. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont chez les écolos, comme OLR, ou même ORN, qui sont LGBT. Donc, c'est une vue de l'esprit de la communauté LGBT. Par contre, aujourd'hui, les droits LGBT vont être attaqués. Donc, il faut que les gens qui sont concernés puissent se mobiliser, quel que soit
leur étiquette politique. Oui, c'est très clair. J'ai lu par ailleurs que vous estimiez que le bilan d'Emmanuel Macron était plutôt pas mal. Est-ce que vous auriez géré la crise sanitaire de la même façon qu'il l'a fait? Alors, il est vrai qu'en France, on adore détester nos dirigeants. Voilà, c'est-à-dire que c'est même pas le verre à demi plein ou à demi vide, c'est toujours un verre vide. Donc, je pense que le bilan de tous les gouvernements qui ont succédé n'est jamais entièrement négatif. Il y a toujours des choses positives. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs. Donc, moi, je vais pas jeter la pierre. Je pense qu'il y a des choses qui ont été bien faites. Dans la crise sanitaire, le côté positif, c'est le soutien à l'économie. Beaucoup d'auto-entrepreneurs, d'artisans ont pu sortir la tête de l'eau grâce aux aides massives de l'État. Ça, c'est très bien. L'économie est sauvée. On a même une croissance. On a encaissé le coup. Sur la gestion de la partie sanitaire même, oui, il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des errements. Voilà, je pense que c'est des personnes qui ne sont pas sur le terrain, en fait. Voilà. Okay. Faudrait qu'ils aillent analyser. Je peux vous dire que, par exemple, sur les dernières recommandations au niveau des écoles, on a été avertis, les enseignants ont été avertis le lendemain. Nous, c'était après les enseignants, c'est-à-dire qu'on n'a eu aucune information côté mairie. Il faut savoir que les mairies gèrent les cantines, les garderies, le périscolaire. Il faut tout faire à la dernière minute. Donc ça, c'est vraiment insupportable. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable d'anticiper les choses, pas vivre du jour au lendemain. Donc c'est vraiment critiquable sur ce point de vue-là. Puis après, il y a des choses qui sont quand même assez positives sur la partie économique et puis la capacité à maintenir le pays, l'économie du pays en état, ce qui n'était pas évident. Je pense que la France s'en sort pas si mal quand on analyse d'autres pays. Voilà, c'est pas entièrement négatif. Il y a des choses bien et puis il y a des ratés. Il faudra en tenir compte. L'erreur maintenant, ça deviendrait une faute si on n'en tient pas compte. Et qu'on continue à désinvestir dans le secteur public, qu'on continue à désinvestir dans les lits d'hôpitaux pour faire une gestion comptable de la santé, parce que sinon on ne sera pas prêt pour la prochaine pandémie, puisqu'il y en aura d'autres. Ok, une dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps, une toute dernière question d'actualité. Le baril de pétrole flambe, le coût à la pompe est extrêmement élevé, on frôle les 2 €. Vous êtes présidente de la République demain, qu'est-ce que vous dites à votre ministre de l'économie pour freiner cette inflation sur les produits pétroliers? C'est évident que ça va monter, ça va continuer à augmenter. Le pétrole va se raréfier, il va y avoir de plus en plus de tensions géopolitiques. C'est un signe qu'il faut aller plus vite sur la transition écologique. Voilà. Baisser le prix du pétrole ou le subventionner, ce serait stupide par rapport aux enjeux climatiques. Donc ne changeons pas le prix du pétrole, laissons-le parce que sinon on va désactiver les politiques de transition énergétique, mais aidons les plus simples, les plus démunis à pouvoir, en augmentant leurs revenus pour qu'ils puissent encaisser ça. Okay. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas toucher au prix du gasoil, mais aider les plus modestes à pouvoir payer leur gasoil. Ok, très clair. Merci beaucoup, Madame Marico. Vous avez un dernier message à faire passer? Il y en a que j'aime bien, c'est plus d'amour, moins de Zemmour. Exactement, je l'attendais. Alors, je ne savais pas que le slogan existait déjà. Il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé me dire c'est génial, vous avez vu le même. Donc voilà. Non, c'est... Ok, super. Merci beaucoup, Madame Marico. Je rappelle que c'est donc une interview qui a été enregistrée le 20 janvier aux alentours de 10h30 et qu'elle sera diffusée le 21 janvier aux alentours de 10h dans notre JT Vu d'ailleurs. Ainsi s'achève donc ce JT Vu d'ailleurs. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous invite à consulter les sites internet de vudailleurs.com et de tvfmedia.fr. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.